Bonjour Brice Rocher, bienvenue. Bonjour. Vous avez remis en octobre dernier un rapport qui fait le bilan de la loi Pacte et des entreprises à mission. On va évidemment y revenir longuement. Mais je commence avec votre histoire personnelle. Vous êtes le président directeur général du groupe depuis 2009, mais vous êtes entré dans l'entreprise à l'âge de 16 ans seulement, c'est ça? Ça veut dire quoi? Vous avez fait un peu tous les métiers? Oui, alors tous les métiers non, parce que il y en a trop. Il y en a trop, il y a plusieurs de métiers dans le groupe, mais oui, en fait, je suis rentré dans l'entreprise à l'âge de 16 ans, en fait, suite au décès de mon père, pour deux raisons principales. La première, une forme de curiosité, parce qu'il en était lui-même le président directeur général, et je voyais bien qu'il était très investi. Et puis, la filiation, c'est mon grand-père qui avait créé l'entreprise, mon père qui l'avait redressé. Et pour ces deux raisons, je suis rentré dans l'entreprise. Et puis après, c'est devenu un peu addictif, on va dire. Vous avez pris l'engagement que le groupe Rocher reste une entreprise familiale dans les prochaines décennies. Pourquoi c'est important? Alors, en fait, on a pris cet engagement déjà parce que la famille n'a pas toujours été majoritaire dans le groupe. En réalité, il y a une vingtaine d'années, la famille ne possédait que 30% du capital. Donc, en fait, depuis les années 2000, je n'ai eu de cesse de racheter les actions pour faire en sorte que la famille reprenne le contrôle du groupe. Après, un capitalisme familial, finalement, c'est un capitalisme qui va être orienté probablement plus long terme, et donc qui n'est pas soumis par la pression des marchés, et donc qui nous permet, nous, de nous investir conformément à nos valeurs, notre éthique, nos envies, etc. Et c'est pour cela qu'on a fait ce choix-là. Vous êtes le petit-fils du fondateur, un héritier. Et vous avez aussi hérité, vous le dites souvent, d'un certain nombre de responsabilités. C'est comme ça que vous le vivez, ce statut ? Oui, la première responsabilité quand on dirige une entreprise familiale, c'est de transmettre à la génération d'après quelque chose qui soit dans l'air du temps. Ce que mon grand-père a fait en réalité, quand j'ai pris la présidence du groupe, j'ai pris la présidence d'un groupe pleinement dans l'air du temps aujourd'hui. Et ma mission, c'est celle-là. J'ai un devoir vis-à-vis de la génération suivante. Voilà, mais bon, c'est une des responsabilités, il y en a bien d'autres. Mais est-ce que c'est aussi une façon de changer le regard sur ce mot d'héritier ? Pas trop réfléchi à cette question-là, mais je considère mon rôle comme un engagement, en fait. Et après, je pense que ce qui est important, quel que soit l'héritier, si on se focalise sur ce terme-là, il faut que la personne soit quand même passionnée par ce qu'elle fait. Parce que à la fin de la journée, il faut l'incarner, ce job, et il y a une forme de leadership derrière tout ça. Donc il faut être en capacité de délivrer comme attendu, mais il faut être passionné, parce que c'est la passion, finalement, qui va vous permettre de rester en mouvement permanent, de progresser. Voilà. On va détailler ensemble les actions menées par le groupe Rocher, ses marques les plus connues, Yves Rocher évidemment, Petit Bateau, Stanhomme, Dr Pierre Ricot. Mais d'abord ce rapport sur les 2 ans de la loi Pacte. On va commencer par le spectre le plus large. Septembre 2021, vous dites qu'il y a entre 250 et 300 entreprises à mission en France. Est-ce que ce nouveau modèle, il peine quand même un petit peu à s'imposer aujourd'hui? Non, je ne dirais pas ça. On a 2 ans de recul, c'est très très court en réalité. Vous prenez l'équivalent américain, la certification B Corp, le label B Corp, qui existe depuis une quinzaine d'années, je crois. Il y a moins de 4000 sociétés B Corp dans le monde, en 15 ans. Là, on est autour des 400 en 2 ans. Bon, je trouve que c'est pas si mal et c'est plutôt encourageant pour une première. Est-ce qu'il y a eu un effet crise Covid quand même? Est-ce que ça a freiné le mouvement? Est-ce que ça, on le voit dans cette émission de temps en temps, c'est-à-dire changer un peu placer le curseur sur d'autres priorités, d'autres urgences, quoi. Mais c'est sûr, c'est évident. À partir du moment où vous vous engagez de votre société dans une démarche RSE volontariste ou un combat, parce que pour moi, l'entreprise à mission, la société à mission, n'a rien à voir avec la RSE. C'est 2 choses qui sont complémentaires. Mais à partir du moment où vous vous engagez dans cette démarche-là, dans cette voie-là, c'est un coût pour l'entreprise. Dans un contexte de crise sanitaire, avec une reprise économique complètement chaotique, il faut le reconnaître, ça n'a rien de simple, mais c'est aussi pour ça qu'on est payé. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont défini leur raison d'être et qui sont
pas forcément aller à l'étape suivante, qui ne l'ont pas inscrite dans leur statut pour devenir entreprise à mission. D'après vous, et c'était aussi l'objet de ce rapport, qu'est-ce qui fait hésiter les patrons, les actionnaires ? Probablement une non-perception des bénéfices associés finalement à ce statut, et par contre une vraie prise de conscience sur les contraintes imposées par ce statut et donc les risques associés. Voilà, je dirais que c'est ça qui fait hésiter. Maintenant, comme vous l'avez dit vous-même, il y a 3 étages à la fusée en réalité. Il y a le premier étage qui est l'objet social élargi, là qui s'impose à toutes les sociétés dans le monde, quelles qu'elles soient, peu importe le secteur, l'industrie dans laquelle on est. Et donc l'objet social élargi, qui jusqu'à présent, c'est l'article 1 des statuts, en fait ne prenait en compte que la performance économique au bénéfice des actionnaires. Là maintenant, ça a évolué et on a modifié le code civil, c'est quand même pas anodin. Maintenant, on doit prendre en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et ça s'impose à tout le monde. Ensuite, il y a le deuxième étage, la raison d'être, qui consiste à déterminer là où je veux emmener mon entreprise. Et rien que se poser cette question-là est une bonne chose. Et puis après, il y a le statut de société à mission qui lui-même est plus contraignant et qui oblige véritablement. Ouais. On s'est posé la question au moment de la rédaction du rapport, faut-il fusionner finalement le deuxième étage et le troisième étage pour éviter tout risque de purpose washing, etc. Et finalement, on y a renoncé. Parce que je considère que s'interroger sur sa raison d'être, en soi, déjà, c'est une première bonne étape. Et si elle permet, quelques années plus tard, de franchir le pas et d'aller vers le statut de société à mission, c'est une victoire. Ouais. Donc finalement, ces 2 étages-là, ils me paraissent essentiels. Oui, parce que le moment où l'entreprise définit sa raison d'être, c'est aussi un moment de pause, d'une certaine façon, de cohésion. C'est un outil de cohésion interne aussi, et c'est pas neutre. Mais pour moi... pour la première fois de son histoire, la culture d'entreprise, donc la cohésion interne, la culture d'entreprise vient de trouver un support juridique avec le statut de société à mission. C'est majeur comme changement. Et la culture d'entreprise, c'est quelque chose que je considère absolument essentiel, puisqu'une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'un projet collectif d'individus qui vont collaborer pour s'engager dans un combat collectif, un combat commun. Et c'est ça qui met l'entreprise en mouvement. Et ça me paraît absolument essentiel. Vous savez, une entreprise n'existe que si elle a des clients. Elle ne vole que si elle a des clients. Mais elle n'existe que si elle est constituée de femmes et d'hommes. Accessoirement de talent, ça ne peut pas faire de mal. Et quelque part, finalement, la raison d'être, le statut de société à mission, c'est aussi une manière d'attirer les talents. Ouais. Et si la raison d'être, c'est du miel, le statut de société à mission, c'est de la gelée royale. Mais alors, je vais être celui qui casse un peu l'ambiance, mais vous l'avez évoqué, il y a quand même ce risque juridique associé au statut d'entreprise à mission. Moi, il se trouve que j'ai rencontré, alors il n'y avait que des directeurs juridiques, mais la Caisse des dépôts et de la Poste, forcément, ils mettaient ça en avant. Et il ne faut pas le sous-estimer quand même, ce risque. Il existe. Mais même si vous n'adoptez pas le statut de société à mission, le risque demeure. Ouais. Le risque existe. Parce que là, c'est écrit dans les statuts. Oui, mais en fait, je vais vous dire quelque chose. La réalité d'une entreprise, c'est de répondre aux attentes du consommateur. Bien sûr. Le consommateur, c'est pas de moi, c'est d'Alexandre Mars, mais il vote, non pas avec un bulletin de vote, mais avec sa carte bancaire. Prenons un secteur comme le mien, le soin, l'univers du soin. Il y a plus de 10 000 marques de soins dans le monde. Le consommateur, il a envie d'acheter en conscience. Il peut changer de marque du jour au lendemain, et de manière très très simple. Et je pense que finalement, le rôle d'un dirigeant, et d'ailleurs c'est probablement de cela que l'on souffre aujourd'hui, d'un manque d'anticipation sur les évolutions que nous sommes amenés à faire. Là, le rôle d'un dirigeant finalement, c'est de répondre aux attentes du consommateur, même en l'absence de contraintes juridiques ou réglementaires. Donc, même si vous n'allez pas vers le statut de société à mission, la réalité, c'est que vous êtes bien obligé d'attirer les talents, c'est que vous êtes bien obligé de répondre aux attentes du consommateur, c'est que vous êtes bien obligé de vous engager dans la RSE, c'est que vous êtes bien obligé d'engager votre entreprise dans un combat pour justement éclairer la voie. Sinon, vous êtes dans le brouillard total. Donc,
même en l'absence de contraintes juridiques ou réglementaires, il faut s'engager dans cette voie. La raison d'être du groupe Rocher, Reconnect People to Nature, reconnecter les femmes et les hommes à la nature, ça suppose aussi des sacrifices. On va alors là rentrer dans des exemples très concrets. Par exemple, sur les emballages, quel choix vous avez fait alors je crois que c'était octobre 2020. Alors, là, si on se focalise sur le plastique, typiquement, en fait, c'est une démarche qui commence à dater. C'est-à-dire que, par exemple, en 2006, on a décidé d'éradiquer les sacs plastiques en magasin. 10 ans avant, ou 15 ans avant que la loi nous l'impose. Enfin, 10 ans avant que la loi nous l'impose. On a, par la suite, décidé de réduire le poids de nos emballages plastiques. Et on l'a réduit de 20%, avec notamment des innovations comme l'éco-douche, qui est en fait un produit d'hygiène de 100 millilitres, mais avec une formule très spécifique et surtout une capsule qui ne permet de verser qu'une seule goutte. Et avec cette goutte, vous lavez l'entièreté du corps. Et donc ce 100 millilitres équivaut à un 400 millilitres. Donc ça nous permet de réduire la consommation de plastique. Et puis, quand est-ce que c'était ? C'était en 2020. Autre exemple, en fait, la marque Yves Rocher est une marque populaire, non pas de luxe, mais qui génère beaucoup de volume parce qu'on a beaucoup de clientes, etc. Donc on a pris la décision de passer tous nos flacons plastiques en 100% recyclés, recyclables. C'est ça, c'est cette date que j'avais en tête, octobre 2020. Mais ça, ça a un coût. Et ça a un coût. Et alors ça a d'autant plus un coût aujourd'hui, parce que je peux vous dire que le plastique recyclé, entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui, un an après, il a augmenté de 50%. C'est des millions d'euros dans le PNL. Donc oui, la RSE, l'engagement, ça a un coût. Mais à nouveau, une marque n'est là que pour répondre aux attentes du consommateur qui désire s'engager et consommer en conscience. La philosophie de la loi Pacte, c'est de promouvoir ce concept d'entreprise utile pour le monde. Pour que ça marche, il faut convaincre un collectif, on peut dire un écosystème. Alors dans ce collectif, il y a les collaborateurs, il y a les actionnaires, il y a les partenaires, les sous-traitants. Est-ce que vous diriez même les concurrents ? Pour que ça marche, est-ce qu'il faut qu'un secteur s'engage ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, alors, à nouveau, parce que pour moi, le statut de société à mission n'a rien à voir avec la RSE. Un exemple, nous, notre mission, c'est évidemment quelque chose qui est directement lié à la nature, compte tenu de notre ADN, nos origines, nos engagements, nos valeurs, etc. On pourrait être complètement à la ramasse sur des sujets de diversité, d'égalité. Donc pour moi, la RSE, elle est là pour justement s'assurer que sur un certain nombre de sujets, on est en conformité avec les attentes. Maintenant, le statut de société à mission, c'est s'engager dans un combat. Et donc c'est là où vous allez mettre le plus gros des moyens, en réalité. Quelque part, s'engager dans un combat, c'est renoncer à tout un tas d'autres trucs. Mais du coup, vous êtes en capacité, derrière, d'indiquer une direction vis-à-vis des individus au sein de l'entreprise. Moi, mon combat, c'est la nature. C'est pas le combat de L'Oréal. Nous, notre combat, c'est de reconnecter les femmes, les hommes, les enfants aussi, by the way, puisqu'on a Petit Bateau, donc on a l'occasion de le faire, à la nature. Le combat de L'Oréal, il est tout autre. Mais c'est très bien, chacun son combat. Mais au moins comme ça permet à chaque collaborateur, collaboratrice dans l'entreprise de choisir l'entreprise dans laquelle elle veut travailler, la personne, en connaissance de cause. Et c'est en ça que c'est génial. Le groupe Rocher possède 9 marques. On va donner quelques chiffres clés. 590 millions de produits fabriqués chaque année, plus de 17 000 salariés, dont 6 260 en France. Chiffre d'affaires 2,4 milliards et vous êtes présent dans près de 120 pays. On a cité les marques tout à l'heure. Est-ce que pour tenir cet objectif que vous nous donnez, l'objectif d'entreprise à mission, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir éventuellement vous séparer de certaines marques parce que ce ne sera pas possible, ça ne rentrera pas dans les objectifs environnementaux ambitieux que vous êtes donnés? Alors, moi, ce que j'ai demandé finalement à mes patrons d'affaires, c'est de bien définir la raison d'être de leur marque pour justement révéler les points de saillance, la singularité, les forces, les savoir-faire de la marque en question. Mais j'ai dit, mais dans le même temps, vous avez aussi le devoir et l'obligation de nourrir la mission du groupe, qui consiste à reconnecter les individus à la nature. Et je pourrais revenir le pourquoi on a choisi cette mission. Et j'ai dit aux équipes, je leur ai dit, c'est simple, la mission, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on est en conformité à l'instant T. C'est une cible, une trajectoire. C'est une cible à 10 ans.
On s'est fixé une ambition à 2030. Je leur ai dit, vous devez vous mettre en conformité dans ce laps de temps. Et ceux qui n'y seront pas auront vocation à être cédés, en effet. Ouais. Il faut le vouloir, en quelque sorte, pour faire partie de la famille, si j'ose dire. Ouais. Vous avez parlé du label Bicorp. Vous avez l'ambition d'être labellisé Bicorp d'ici 2025. Ça suppose, ça se rejoint sans doute, hein, ça suppose là encore d'autres efforts ou d'autres sacrifices ? Oui, alors Bicorp pour moi c'est de la RSE dynamique. Ouais. C'est quelque chose qu'on connaît bien, on a déjà 30% du chiffre d'affaires qui est certifié Bicorp. C'est de la RSE dynamique. Parce qu'on est justement sur cette histoire de trajectoire. Oui, mais la RSE c'est aussi une manière de répondre aux attentes du consommateur. Bien sûr. Pour moi, la mission c'est d'abord et avant tout pour l'interne, pour vraiment engager le collectif dans un mouvement, et le mouvement suscite l'adhésion. Je vais vous donner un exemple très concret. Pour moi, je distingue deux types d'objectifs dans cet univers-là. Les objectifs que je vais qualifier de singuliers et les objectifs conventionnels. Les objectifs conventionnels, c'est plutôt les objectifs RSE. Les objectifs singuliers, c'est les objectifs qui vont donner corps à la raison d'être du groupe. Typiquement, un objectif singulier, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On plante des arbres. Mais on ne plante pas des arbres pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, on bannit le terme neutralité carbone en interne. On préfère parler de sobriété carbone ou de politique bas carbone. On plante des arbres parce que quand on le fait avec nos différentes communautés. Avec les employés, avec les clientes, avec nos partenaires, que ce soit les franchisés, les consultantes indépendantes. On peut le faire avec nos fournisseurs et puis avec les sachants, les ONG et les agriculteurs, par exemple. Et quand on plante des arbres, ça prend la journée. Pour l'avoir fait maintes et maintes fois, ça prend la journée. On met la main dans la terre, on se reconnecte à soi, aux autres, à la planète, et ça fait un bien fou. Et derrière, on prend conscience que la nature a un impact positif sur notre bien-être et on a envie d'agir en faveur de la nature. C'est pour ça qu'on plante des arbres, pour créer un mouvement. Et on a célébré en 2020 100 millions d'arbres plantés. Mais pourquoi ? Parce qu'on plante des arbres depuis 2006 maintenant. D'ailleurs, dans la famille, on plante un arbre à chaque naissance. Donc c'est notre truc. Objectif conventionnel. Est-ce que planter des arbres, même si on bannit le terme neutralité carbone, doit nous exonérer de baisser nos émissions de gaz à effet de serre ? Bien sûr que non. Et là aussi, mais ça, j'ai envie de dire, planter des arbres, c'est un truc propre au groupe Rocher. Est-ce que L'Oréal doit le faire ? Pas nécessairement. Est-ce que L'Oréal doit diminuer ses émissions de gaz à effet de serre ? Oui, et ils le font, tout comme nous. Et là, derrière, vous mettez en place des politiques. Typiquement, consommation d'électricité, vous passez en 100% LED. Vous installez une chaufferie biomasse, parce que finalement, une chaudière biomasse, ça produit de la chaleur à travers la première source d'énergie renouvelable en France. Donc ça, c'est dans vos usines en Bretagne, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est ce que l'on fait. C'est des investissements. Vous allez adopter justement des énergies renouvelables en passant du propane au biopropane. Mettre en place des régulateurs de chaleur pour diminuer la consommation d'énergie. Typiquement, nous, en Bretagne, à la Gacilly, là où la marque est née, on a la chance d'avoir une petite rivière, l'Af. Eh ben, on va aller puiser les calories, justement, dans cette rivière. Etc., etc. Donc, c'est des investissements. Et donc, voilà, on travaille sur les deux tableaux, à la fois les objectifs conventionnels, mais aussi le combat dans lequel on engage l'entreprise. Et donc, ça permettra, parce qu'il y a ces engagements 2030, réduire vos émissions de gaz à effet de serre de 50% par rapport à 2010 et réduire de 30% la consommation de plastique. C'est ce qui permet de tenir ces engagements. Comment on tient justement ces engagements quand on est un groupe mondial ? On l'a vu tout à l'heure, 17 000 collaborateurs présents dans 120 pays, avec des législations sociales, environnementales qui sont différentes. Comment vous tenez des engagements globaux ? On met une politique globale en place. Ouais. Par exemple, politique sociale, on a ce qu'on appelle les standards sociaux. Et c'est vrai que la réglementation n'est pas la même d'un pays à l'autre, mais on s'impose un minimum. Un minimum requis. Et du coup, voilà, ça nous permet d'être conforme avec ce que nous estimons être le juste niveau qu'il faut adopter, concrètement. Oui, mais alors, est-ce que ça vous rend moins compétitif dans certains pays ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pas nécessairement, parce que, évidemment, la première réaction, c'est que c'est un coût. Mais, par exemple, si vous mettez une politique globale d'un point de vue RH, en place. Derrière, vous pouvez travailler avec un seul prestataire mondial et générer des économies qui vous permettront de financer le surplus. Donc, vous pouvez trouver des solutions concrètement. Je pense que c'est notre devoir. À nouveau, c'est pour ça que les dirigeants, ils sont payés. Vous envisagez de fusionner le reporting financier et extra-financier. Pourquoi ?
Oui, je pense que à terme, finalement, les équipes finance dans les entreprises, c'est souvent les équipes qui sont les équipes les plus diffusées, qui ont une véritable maîtrise des métriques. Et donc, quelque part, à terme, et puis en plus, comme c'est un coût pour l'entreprise, à un moment donné, il y a nécessairement un arbitrage. Il y a la trajectoire, et après, il y a le chemin qu'on arpente pour atteindre cette trajectoire. Mais du coup, ça nécessite des arbitrages. Et on ne peut pas arbitrer sans prendre en compte la performance économique. D'ailleurs, moi, ce que je dis, c'est qu'une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va réconcilier performance économique et une forme de contribution sociétale. Mais je commence bien ma phrase par performance économique. Pas de performance économique, pas d'entreprise. Donc oui pour une contribution sociétale, mais à condition de dégager du cash. Rentable et durable, dans cet ordre-là. Bah voilà. Vous avez parlé de l'enracinement breton, cette fibre, cet ADN originel, il peut se diffuser sur tous les continents ? Oui, je pense que à nouveau c'est la culture de l'entreprise. C'est ça qui met l'entreprise en mouvement. Je vais vous donner un exemple très concret. En 2020. En 2021, début 2021, on fait régulièrement une enquête type Telos pour mesurer le niveau d'engagement des employés dans l'entreprise, leur fierté d'appartenance, etc. Très honnêtement, on s'attendait à avoir un score plutôt mauvais, pour deux raisons principales. Il y a une crise sanitaire, ça fait 2 ans qu'elle dure, on la subit tous, on n'est pas tous égaux par rapport à cette crise sanitaire, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et puis, il se trouve que le Groupe Rocher, son premier canal de distribution, c'est les magasins, qui sont considérés comme non essentiels, et quand ils sont fermés, ça ne génère pas de chiffre d'affaires. Par contre, c'est un business de frais fixes, donc ça fait mal, concrètement. Et en 2020, le Groupe Rocher a perdu de l'argent. Donc, ça nécessite des réorganisations, quelques restructurations, etc. Donc, typiquement, on s'est dit, compte tenu de ces 2 dimensions-là, le niveau d'engagement, la fierté d'appartenance, elle risque d'être un peu chahutée. Il se trouve que les résultats ont été spectaculaires. C'est-à-dire que, en fait, on est 4 points au-dessus en termes d'engagement qu'en 2019, et on est 14 points au-dessus du benchmark. Donc je ne dis pas que le statut de société à mission est l'unique réponse à cela, mais il y contribue quand même. Merci beaucoup, merci Brice Rocher, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Startup Smart Ideas. On va découvrir une très très drôle d'idée.